Yay! Et bienvenue tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir dans cet espace, dans cette nouvelle table rouge. Euh, c'est comme d'habitude, on invite toujours le monde à mettre leur caméra parce que pour nous qui animons la conversation, c'est le fun de voir des visages. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont leur caméra. Puis, si aussi vous avez l'élan de réagir parce qu'il y a quelque chose qui vous touche, que vous aimez beaucoup, vous pouvez faire des youhou, des petits cœurs, nous envoyer de l'amour, jiggle. Euh, L'espace ici, c'est vraiment un espace où on veut partager la sagesse, la bonne humeur, l'expérience de chacun pour qu'on puisse grandir en tant que communauté, en tant qu'être individuel. Et aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on a 3 intervenantes absolutely badass, la crème de la crème. Donc, ça me touche beaucoup. Puis, juste pour dire, c'est Madame Lobary, c'est vraiment une entreprise de cœur. On a commencé grâce à un sociofinancement. Donc, c'est toujours quelque chose que j'aime bien rappeler aussi à notre communauté que Madame Lobary, oui, c'est nous qui portons le cœur, mais Madame Lobary, c'est chaque personne, chacun et chacune d'entre nous qui portons la raison d'être, qui portons des culottes à chaque mois, qui portons euh, juste l'essence de vouloir mieux vivre dans le monde d'aujourd'hui. Puis, en fait, je vais présenter nos 2 invités bientôt. Puis la manière dont ça va se dérouler, on va avoir les 2 intervenantes qui vont partager euh, leur expérience, leur expertise. Puis après, on va avoir une petite pause artistique avec Madeleine. Puis après ce temps-là, on va avoir un espace de questions-réponses, qui est un espace en fait où on va arrêter l'enregistrement du Zoom pour qu'on puisse garder notre intimité puis la confidentialité du moment. Donc voilà pour que vous sachiez à peu près comment ça va se dérouler. Puis je veux aussi vous dire que j'ai 4 chatons en ce moment, donc ça se peut qu'il y ait des moments où il y a un peu de chaos ou un peu de cuteness qui viennent inter interférer dans la table rouge. En tout cas, voilà, ça me fait super plaisir de vous avoir toutes et tous ici. Puis on essaie aussi que ce soit un espace inclusif dans le genre. Donc on veut bien sûr essayer de faire notre mieux, de pas se tromper dans le genre. Donc parfois, on va inclure les femmes, les personnes, les ci, les ça, mais nobody is perfect. Mais sachez qu'on essaie notre mieux pour créer un contenant qui est comme inclusif. Donc voilà, sans plus tarder, je voulais présenter notre première invitée qui est, ben, notre première en fait, il y en a plusieurs, mais je vais présenter Jen. Puis Jennifer Akkad, c'est une personne qui se passionne et se spécialise dans le embodiment. Puis elle a vraiment le désir de pouvoir offrir aux personnes des clés euh, pour éveiller la sagesse et la vérité, les réponses qu'on a toutes en fait en nous. Et donc, elle a développé des outils, puis une expérience de vie qui se focus vraiment là-dessus. Puis on a Ramia, en fait, qui est, euh, qui est aussi une spécialiste du voyage intérieur, euh, qui travaille beaucoup avec la méditation, le zen, la mort et tous les états qui nous permettent de modifier en fait notre conscience. Donc, le truc qui est le fun, c'est que c'est 2 personnes qui sont, contrairement à moi, qui étaient ingénieurs à l'origine, puis qui sont devenues des rayons de lumière et d'inspiration. Puis, moi, j'étais plutôt une artiste de cirque, puis je suis devenue très sérieuse, puis je suis devenue entrepreneur, en tout cas. Donc, voilà, bienvenue Jen, bienvenue Ramia. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot pour compléter votre présentation? Ou on se lance directement dans le vif du sujet?
Je voulais juste dire merci, merci Olivia, merci Madame Lovary de nous avoir. Je suis super excitée, mon cœur bat, puis je suis contente d'être entourée de tout le monde. J'ai hâte de voir qu'est-ce que la conversation va amener. Yes, nice. Hem, Bah, là, si Jen remercie, moi aussi, il faut que je remercie alors. yeah. Merci. Mais puis merci à vous tous, vous toutes d'être là aussi, ce soir, c'est vraiment Ouais, cool d'être là ensemble, ouais. je vais prendre aussi un petit moment pour remercier l'équipe Lovary comme Gab qui est en train de prendre des notes, puis qui s'assure que tout ce dont on parle aujourd'hui va être transcrit et vous allez le recevoir, par email. Donc ça veut dire toutes les informations qu'on a partagées ce soir, tous les liens, tout ce qui va être relevé ce soir pendant la table rouge va être partagé avec vous, hem, par courriel. Donc, comme j'avais déjà mentionné avant, vous avez toutes les 2 comme quitté votre carrière, d'ingénieur et j'imagine que c'est comme une décision qui a pas dû être super facile parce que c'est comme parfois on a comme une certaine sécurité puis faire un pas dans le vide, ça peut être très épeurant. Donc je me demandais, quel est l'élément comme déclencheur qui vous a poussé à prendre cette décision-là? Et je sais pas, genre qu'est-ce que c'est votre petite voix intérieure? Qu'est-ce qu'elle vous a chuchoté? Puis comment vous avez répondu, à votre appel intérieur? OK, je vais commencer. Moi, en fait, c'était il y a un petit moment, c'était il y a plus de 20 ans, et c'était pas difficile parce que c'était une évidence et c'est ça que j'ai remarqué dans mes transitions dans ma vie et dans celle-là, qui était en fait la première grosse transition. C'est qu'il y avait pas de choix. C'était comme si c'était une évidence qu'il fallait que ça change, que la vie que j'avais, vécue jusqu'à ce moment-là, en fait, c'est une retraite zen qui m'a fait complètement changer ma façon de voir la vie et avant la retraite zen, j'étais quelqu'un et puis après, on dirait que j'étais quelqu'un d'autre et c'était évident que quelque chose devait changer et ça s'est fait de soi-même, même si OK, j'ai pris un billet d'avion, je suis partie en Inde pour plusieurs années, mais c'était comme une évidence. Donc on dirait que dans cette transition-là et en fait dans toutes mes transitions, il y a un moment où c'est évident que ça doit aller dans une certaine direction et il y a pas de choix en fait. Donc c'est est-ce que je vais réussir à prendre cette transition en harmonie avec le mouvement qui est déjà là? Ou est-ce que je vais y aller à contre-cœur? En fait, c'est ça le choix. Plus Mmh. que, choisir de faire ou de ne pas faire, c'est d'être en paix avec le fait qu'il y a tout qui est en train de changer là. Et ouais. Oui? Tu avais une question pour Ramia? Non, mais genre juste pour que ce soit plus fluide, vous pouvez peut-être juste rester unmuté, comme ça va être plus fluide dans les réponses, Oui, ça ressemble aussi à cette évidence-là dont Ramia parlait d'arriver au fait qu'il y a un appel qui est plus fort que les peurs, en fait. Puis moi, c'était pas une retraite zen, moi, c'était en voyage qu'il y a vraiment, je suis rentrée dans ce voyage-là et je suis ressortie complètement différente. Puis il n'y avait pas vraiment de retour en arrière. Donc, je suis arrivée dans mon bureau d'ingénieur et la petite voix à l'intérieur m'a dit, ben, je veux aller travailler avec l'humain. Je veux plus travailler avec les machines. Puis, ça m'a pris un petit bout de temps, quelques semaines, mais c'était évident que si je continuais dans le chemin que j'avais choisi, qui était l'ingénierie, que j'aimais beaucoup dans le temps, j'allais tomber malade. C'est que mon corps avait commencé à me donner des signes physiques que si je continuais comme ça, ben, j'allais tomber en dépression, j'allais vraiment avoir des conséquences physiques. Puis, c'est ça qui m'a amenée vers mon boss. Puis j'ai dit, écoute, je veux rentrer à la maison. Puis pour moi, c'était clair que cet appel vers la maison, c'était ma maison. C'était mon monde intérieur. J'avais besoin d'aller explorer qu'est-ce qui se passait à l'intérieur pour pouvoir écouter cet appel d'offrir plus à l'humain en tant que tel. Mais j'avais aucune idée de, bien évidemment, comment ça allait se passer, mais l'appel était plus fort que les peurs. est-ce que vous vous rappelez concrètement, c'était quoi votre premier step quand vous avez réalisé ça, quand vous avez écouté la petite voix, vous avez fait comme: «OK, I hear you, I see you». C'est quoi les premiers steps que vous avez fait pour,
c'est comme mettre parce que souvent, tu sais, on peut entendre un rêve, on peut entendre une voix, mais on est comme coincé dans le quotidien, puis la structure, puis comment on fait pour, tu sais, je sais pas, honorer cette voix, puis mettre l'action, en conséquence? Moi, je trouve qu'il y a quand même toujours un petit moment de transition où on est un petit peu entre les 2 et comme tu sais, l'image de la chenille qui se transforme en papillon. Il y a une espèce d'entre-deux dans lequel on est juste avant. On sent qu'il y a quelque chose qui est terminé, puis il y a quelque chose qui commence. Donc c'est de marcher dans ce bout de chemin-là. D'un coup, j'ai oublié ta question. C'est quoi ta question déjà? Mais de savoir c'est quoi le pas concret, tu sais, une fois que tu as entendu la voix, c'était quoi la première action que tu as fait comme: «Ah OK», genre? Bah, c'est d'accepter que il y a quelque chose qui est terminé. Il y a comme d'abord accepter que ça va plus être pareil. Mmh Donc mh. il y a vraiment une acceptation de, là je sais plus. Je sais plus rien, je ne sais pas et c'est correct de pas savoir et puis après de marcher dans cette espèce de moment un peu, hem, noir dans le sens de dans une nuit Mmh et mh. puis d'accepter que là je sais pas, puis d'un coup, ah ben là, il y a quelque chose de clair et là, donc pour moi, c'est beaucoup dans l'acceptation du moment présent et de comment le next, pas va se profiler. Puis à ce Mmh. moment-là, juste de suivre les petits fils, «Ah maintenant je fais, ah dans cette direction, ah non, ah dans celle-là, dans celle-là». Il y a comme une petite voix qui guide vers l'avant. Ça fait comme s'il y a peut-être un deuil initial, puis après il y a comme une sorte de passage qui s'ouvre, puis on doit y aller comme un peu à tâtons, là. Exactement, ouais, ouais. Il y OK. a vraiment d'accepter, une acceptation, un deuil et puis un passage. Et puis d'un coup, des choses se mettent à s'ouvrir. Mais pour moi, il y a clairement une transition au milieu qui peut être un mois, un an, qui est très, on ne sait pas. C'est Mmh comme mh. quand on attend un bébé, là, il y a cette espèce d'inconnu qui est là. OK. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme un rebirth. Toutes nos cellules sont en train de se restructurer d'une nouvelle façon parce qu'on est en train de devenir quelqu'un d'autre, en fait. Ça fait que c'est d'accepter que ce processus prend le temps que ça prend, puis de vraiment, vraiment faire confiance. Faire confiance. Puis ça vient bien évidemment avec des peurs. Par exemple, tous ces choix-là, il y a une évidence, mais en bout de ligne, il y a tout le temps moi, je sais qu'il y a tout le temps une partie de fébrilité qui vient avant de sauter, Mmh mh. avant de sauter. Puis, c'est de embrace, c'est de honorer, d'honorer cette peur-là sans la juger, de vraiment savoir qu'elle fait partie du processus parce qu'il y a vraiment une mort imminente qui est en train de se passer. Il y a vraiment une mort de personnalité qui est en train de se passer. Et c'est de laisser aller pour vraiment être dans ce mystère, cette découverte de l'inconnu. Et, euh, et au fur et à mesure, on se rend vraiment compte que ça revient tout le temps un peu au même processus, c'est tout le temps la même formule, c'est tout le temps la même équation. Ça fait que on prend confiance avec le temps. Donc, Mmh mh. la fébrilité se réduit, la peur se réduit, les challenges grandissent, ça nous demande de faire des plus grands sauts des fois aussi, mais sauf que moi, je travaille avec le corps, c'est vrai que je parle souvent du système nerveux. Le système nerveux développe une certaine résilience qui, qui permet de reconnaître cette équation, qui permet de reconnaître un certain ground, un certain enracinement, une certaine stabilité dans ces transitions-là aussi. OK. Hem, ouais, donc dans la transition, toi, tu as l'air de te référer plutôt vers l'intérieur. Est-ce que toi, Ramia, c'est pareil, tes clés aussi viennent de l'intérieur? Pour moi, ouais, ça part tout part de l'intérieur et de se réactualiser constamment, en fait, surtout dans des moments de transition, on sait plus qui on est, on perd ses repères, donc c'est vraiment de rafraîchir son écran intérieur constamment et d'être vraiment présent et attentive et à écouter ce qui est là à chaque moment pour pouvoir, suivre, cette piste-là. On devient un peu comme un tracker intérieur où on cherche la piste de nous-mêmes, en fait, dans cette, nouvelle, direction et au moment où on est dans la transition, on n'a pas de nouvelle direction. On est juste dans un dans le on se traque soi-même, on se cherche soi-même,
on est à l'écoute. Il y a vraiment un aspect d'écoute qui est très, très fort et très important, je trouve. Écoute intérieure, écoute de son environnement. Est-ce que vous avez comme des conseils ou des astuces de comment fine-tuner justement cette écoute intérieure? Tu sais, elle vient elle vient d'un certain espace ou c'est comme faut vraiment juste comment on fait pour s'écouter à l'intérieur? Mais en fait, on peut créer un environnement favorable déjà à ça, avec sortir, prendre des marches, faire des choses très, très simples, mais aussi inviter, dans notre quotidien des choses nouvelles qui vont permettre de créer des nouvelles connexions dans notre cerveau et qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles idées. Je ne sais pas si ça répond exactement à ce que tu disais, Jen? Mmh. Oui, je pense que c'est vraiment d'apprendre à se connaître puis voir qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Euh, Par exemple, pour moi, la méditation fonctionne très bien. La connexion intime aux sensations physiques fonctionne très bien. Ça me permet de créer beaucoup d'espace à l'intérieur de moi et les réponses à l'intérieur se murmurent d'une certaine façon. Puis ça va être différent pour chaque personne, mais c'est vrai qu'il y a certains contextes qui sont propices à ça, comme la connexion à la nature, des endroits où est-ce que le mental collectif il est pas très actif aussi. Pour moi, le matin très tôt, avant que tout le monde se réveille, c'est super. Entre 3 heures puis 6 heures le matin, par exemple, c'est super, super calme. Mmh. Ça va être médité, il y a moins de congestion, il y a moins de congestion au niveau du mental, moins d'informations qui sont pas nécessairement les nôtres nécessairement. Donc, on a accès plus rapidement à ce qui nous appartient. Euh, Ça, c'est les outils que j'utilise personnellement. Puis la connexion à nos tissus parle beaucoup. Et je pourrais rentrer beaucoup plus en profondeur dans le sujet, mais ça, c'est des outils comme d'autres, la danse, par exemple. Mmh. Tout ce qui se ramène à soi, tout ce qui se ramène à son temple. Personnellement, je trouve que c'est propice à écouter ses propres réponses et à être authentique sur son chemin. De garder son pouvoir. Ouais, de garder son pouvoir, son centre. OK. Mettons là, moi je suis une personne, je suis comme, je sais pas, à mon bureau, puis là je suis comme: «Genre je peux plus faire ça». C'est, hem, est-ce que c'est bien de faire des choix qui sont comme radicaux ou est-ce que c'est mieux de prendre son temps? Et aussi genre comment on fait pour, tu sais, calmer son mental pour nous encourager aussi à être genre nous encourager envers nous-mêmes? Je sais pas si ça fait du sens la question et c'est Bah, en fait, d'abord, je pense que il y a pas une réponse, ultime, c'est chaque personne va suivre sa météo personnelle, hein. Et il y a des gens pour qui ils vont rester dans leur emploi, puis ça va prendre des mois ou des années, tu sais? Il y a pas non plus, une nécessité que ça se passe vite ou lentement et chaque personne peut vraiment suivre aussi son processus sans se mettre dans une situation qui va être trop radicale pour mmh, la personne et il y en a au contraire qui aiment tout de suite sauter dans le vide, tout quitter, puis donc c'est vraiment aussi à chacun de se connaître et de sentir: «OK, moi, ça va être quoi mon mouvement?» et calmer le mental, est-ce qu'on calme vraiment le mental? Je sais pas, il me semble que c'est plutôt qu'il y a un moment où le mental est toujours aussi bruyant, mais plus loin et il est là, il est un peu plus loin, puis nous, on est en connexion avec la personne qu'on est, avec notre essence finalement et on se sent ici. Le mental, il est là, il fait ses bruits, puis nous, on est juste, mmh, mmh, Hmm. Ouais, ce que j'entendais dans ta question, Oli, c'était aussi être impulsif ou réactif par rapport à répondre à la vie. Ça fait que je serais quelqu'un qui amènerait tu sais, encouragerait plus à répondre à la vie, un petit peu ce dont Ramia parlait au début, ce courant qui nous porte. Il y a vraiment un courant qui nous dit c'est par là. Fait que mmh, puis ça nous permet de répondre, ça nous permet de recevoir premièrement ce courant-là et de se laisser prendre par le courant. Euh, on est habitué de, on est habitué de réagir beaucoup, mmh mh. d'être très impulsive.
Puis ça part souvent de mécanismes de survie qui sont très, très, très ancrés, qui viennent de l'enfance, bien évidemment, on a tous ça. Ça fait que c'est de cet espace qu'on se crée à l'intérieur nous permet d'avoir assez de présence pour voir ou pour prendre un zoom out, vraiment prendre un pas de recul pour voir ben, est-ce que mon corps est en train de réellement répondre à un courant naturel authentique ou il est en survie, qu'il y a une peur, puis là, il y a quelque chose d'impulsif ou il y a quelque chose de réactif. Parce que souvent, dans l'impulsion et les réactions, je veux pas mettre dans une catégorie de bon ou mauvais parce qu'on apprend toujours, c'est toujours une école, mais souvent, ça nous amène à prendre des décisions qui sont un petit peu moins alignées que si on se dépose vraiment, on est à l'écoute et on laisse notre corps vraiment répondre à. Il y a beaucoup moins d'efforts aussi à mettre lorsqu'on répond à la vie plutôt que lorsqu'on pousse ou on essaie de s'enfuir de quelque chose. Mmh. Ça me fait vraiment, je juste penser à quel point on est conditionné pour du to do, genre toujours to do, to do, to do. Puis, dans ce que j'entends là, c'est plutôt il y a du to be ou genre du to let be. Ouais. Hem, est-ce que vous auriez des choses à ajouter par rapport à ça justement? Bah, comment on peut créer cette ouverture et écoute intérieure, puis se déconditionner du constant to do, to do, to do? Hem, ouais, parce que j'ai l'impression que Je vais souvent on est juste nommer une petite anecdote parce que je- OK. ben, c'est juste une anecdote parce que quand j'ai laissé l'ingénierie, c'était mon intention. Exactement ça. Je m'étais dit, je veux sortir de l'action. C'est que mon intention en méditation, c'était que chaque fois que mon corps ou mon mental voulait aller en action, je faisais l'opposé, en fait. C'est que c'était un peu de contrôle. Puis je dis pas de faire ça parce que ça m'a vraiment amené dans l'entière opposé. Mais ouais, je voulais amener l'anecdote. Mais en fait, oui, c'est vrai, là, dans le to be, je pense que c'est une danse, hein, dans le to do puis le to be, c'est vraiment d'être dans le faire aussi, ça fait partie du chemin. Mmh. Mais c'est une réponse dans le faire plutôt que faire parce que la tête nous dit qu'on doit faire, parce que la tête est programmée par une certaine peur ou un certain conditionnement qui nous dit de faire de telle façon pour citer, pour arriver à un résultat, pour. Le faire quand ça vient de l'être est différent du faire quand ça vient de la tête. Mmh. Est-ce que, par exemple, tu parles de programmation, donc j'imagine qu'une fois qu'on rentre dans une sorte d'écoute intérieure, on commence à découvrir la capacité de reprogrammer ou de de créer d'un espace différent? Je sais ouais. Et en fait, c'est aussi de créer des nouvelles habitudes d'être dans le quotidien, de, et aussi d'entretenir au quotidien ce to be. On dirait qu'on ne trouve pas vraiment de mots en français, to be et to do, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme de revenir à soi aussi souvent qu'on peut y penser dans notre quotidien, parce qu'on peut faire à partir de l'espace de être aussi, donc les deux peuvent vraiment se rencontrer quelque part. Puis on Mmh. dirait qu'on passe d'un espace ici à un espace dans le corps, dans le cœur. C'est comme revenir ici, revenir ici. Alors, ça peut être des pratiques très, très simples de chaque heure, hein. On revient à soi, revient. Ah, tiens, je suis revenu. Puis aussi d'être conscient de quand on est parti. Ah, je suis plus là. Ok, on va Mmh. revenir. Ouais. Juste d'être conscient, de se poser la question, est-ce que je suis là ou est-ce que je suis partie? Déjà, ça ramène. Et juste parce qu'on est dans le contexte de Madame Bovary, genre, j'avais envie de te poser une question plus précisément à toi, Jen. Heu, notre utérus, tu sais, c'est vraiment notre centre de pouvoir, puis notre centre de création. Ce serait quoi ton point de vue là-dessus? C'est comment on peut, genre, à partir justement du ressenti plus précisément de notre utérus puis de notre centre, comment on peut créer à partir de là? Comment on peut plus être à l'écoute dans le quotidien de cette partie-là de notre corps, puis, le transformer pour que ce soit vraiment un outil de force puis de création dans notre quotidien? Mm. Oui, tout à fait.
des outils ou des trucs faciles pour se connecter à l'utérus, ça peut être aussi simple que quand on se couche le soir, de mettre nos mains sur notre utérus. C'est vraiment d'offrir un espace sacré d'écoute, de présence autour de je vais dire organe, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas cet organe-là, mais le centre énergétique de création est là, est vraiment présent. Puis quand on parle de la région de l'utérus, la région utérine, on parle des racines, on parle du bas du corps. C'est que c'est pas une région qu'on est habitué de visiter sur une base quotidienne parce qu'il y a beaucoup qui est logé dans cet espace-là, dans les hanches, dans le bassin, dans le plancher pelvien, autour de la zone utérine, pour plusieurs raisons. C'est toutes les mémoires reliées là, au premier temps dans la vie, là, mettons-le comme ça de manière simple. Ça fait que c'est difficile à aller voir. C'est une pratique d'amener sa présence dans les tissus, dans l'utérus, mais les cadeaux qui en ressortent, dont ce centre, ce pouvoir créatif, c'est non, c'est sans, comment on dit ça, c'est non négligeable. C'est complètement non négligeable. Si je rentre un petit peu plus dans les détails de qu'est-ce que ça apporte de se connecter à cette zone-là, c'est, par exemple, ça nous amène une sécurité intérieure. Ça nous amène un espace où est-ce qu'on peut se déposer puis se ressourcer constamment. Il y a littéralement un pôle de batterie qui se trouve là. Il y a un bouton, j'aime l'appeler un bouton de reset. C'est comme un grand vortex énergétique que si on est dans un film, par exemple, comment je vais t'expliquer, si on se trouve dans une situation de vie, puis on voit que le film, à quelque part dans lequel on vit, mettons-le comme ça, parce que j'aime parler de la vie un petit peu comme une illusion en face de nous. Dans l'utérus, dans ce centre de création-là, c'est un centre où est-ce qu'on peut faire un rebirth, faire un reset. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement que les situations vont disparaître, mais ça va commencer à it's gonna soften up everything. Ça va commencer à adoucir tout parce que ça va nous adoucir, ça va nous connecter à une source d'amour, une source très profonde d'infini, en fait. Puis ça peut sonner un petit peu, comment dire ça, le non tangible pour l'instant, mais j'essaie de vraiment donner des pistes et une certaine curiosité pour que les gens qui sont ici présents aient cette envie d'aller connecter dans ce centre énergétique-là. C'est là aussi qu'on trouve notre élan créatif, notre élan primal aussi. Ça fait son pouvoir authentique, lorsque je réfère au pouvoir authentique, c'est à partir de toute cette zone-là où est-ce que les mécanismes de survie se sont adoucis. Puis en dessous des mécanismes de survie, il y a notre fonction naturelle qui est en fait notre mécanisme de création, notre fonction de création. Donc le sacrum va donner les mêmes impulsions, mais à la place de rentrer dans un mécanisme de survie puis nous faire opérer en survie, ça va nous pousser en mission en fait. Et ça se passe naturel. Ça se passe naturel au fur et à mesure qu'on connecte avec l'utérus. Une autre chose que j'avais envie de dire, c'était aussi que ça nous connecte à notre valeur. Donc, notre valeur intrinsèque. Les questions de est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que ma voix a de l'importance, c'est quoi mes cadeaux, est-ce que j'ai ma place, est-ce que je suis en sécurité si je suis moi-même, toutes ces questions-là qui viennent, mais quand on se dépose dans le plancher pelvien, qu'on se dépose dans cette zone-là, ça vient vraiment calmer cette partie-là. Ça nous donne des racines. Puis avec les racines, notre système nerveux se calme, se ground, comme on dit, s'enracine vraiment sur la terre et tout se désamplifie. On est vraiment ce que j'appelle, on s'ancre beaucoup plus dans notre pouvoir authentique. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond vraiment bien. Puis j'ai vraiment eu la vision que c'était comme si notre plancher pelvien devenait comme une racine pour notre cerveau qui fait C'est vraiment ça. Ouais, il est comme plus comme vraiment un ça. ancrage plus ressenti. Ouais, merci, ça répond super bien. Est-ce que tu vois est-ce que tu vois l'utérus de la même manière, Ramia? Est-ce que tu as une expérience, toi, qui te fait genre, oh my God, à un moment, j'ai connecté à mon utérus, puis ça m'a donné.
Moi, je peux dire que j'ai connecté à mon utérus d'une nouvelle façon depuis la ménopause, si on veut parler d'utérus, et de transition, en fait, d'amener les 2 Mmh. thèmes ensemble parce que la ménopause, c'est un sujet quand même intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle pas trop et puis un jour ça se passe, puis c'est: «Qu'est-ce qui se passe?» Puis là, l'utérus justement, nous parle d'une nouvelle façon. Alors c'est pas exactement dans le même, genre de ce que dit c'est pas la même voix que Jen, mais c'est le côté de, qu'est-ce qui se passe quand notre utérus est en grosse, rénovation et qu'est-ce qu'on fait nous dans cette transition-là moi je suis en train de sortir de la phase j'ai terminé après ménopause, puis là je suis en ménopause et c'est vraiment une phase, passionnante pour ce qui est d'écouter le corps qui est en train de changer. Tout change, nos hormones changent, le fonctionnement change, les humeurs changent, les nuits et là pour le coup, pour parler de transition, en parallèle avec féminité, heu, on est dedans et heu, la plus grosse, la plus grosse partie de cette transition pour moi, ça avait été, à partir du début de la préménopause pendant 5 ans. 5 ans d'insomnie c'est vraiment typique de la préménopause où on se réveille à 3 heures du matin et c'est fini et on peut plus se rendormir et c'est comme si on avait bu 14 cafés. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends beaucoup maintenant auprès des femmes qui sont ménopausées. Puis ça, c'était une vraie transition de: «Je fais quoi avec ça?» Et au début, ça amenait beaucoup d'anxiété. J'étais fatiguée la journée, je dormais pas assez la nuit. Et puis, il y a un moment où j'ai réalisé, ben, c'est juste un nouveau cycle de sommeil. Donc, ça a été d'accepter que, voilà, à partir de maintenant, le sommeil va s'arrêter à 3 heures du matin, recommencer à 5 heures, 5h30, et puis aménager 2, 3 heures de sommeil à cette heure-là. Et puis surtout, le cadeau de ça, en fait, c'est ce que disait Jen aussi tout à l'heure, c'est ces heures-là, de 3 heures à 5 heures du matin, c'est des heures tellement précieuses. Et j'ai appris à vraiment apprécier ces moments-là. Et je restais dans mon lit, allongée, à écouter, juste à écouter, écouter la nuit, écouter à l'intérieur, écouter tous les mouvements de mes pensées, écouter l'intuition. C'était vraiment, ça a été en fait, des très belles années. Donc c'est vraiment de comment voir les choses d'un seul coup complètement autrement au lieu de: «Oh non, j'ai de l'insomnie», voir ça comme: «Waouh, chaque nuit 2 heures avec moi-même d'intimité totale, de présence, d'écoute, de silence, sans bouger» et puis la méditation dans le lit allongé, c'est quand même assez agréable. Donc ouais. Ouais, merci, parce que c'est vrai que la ménopause, c'est une belle manière de le voir aussi, mais c'est vraiment une transition. Puis là, j'ai comme allumé que c'est vraiment, ouais, comment on fait pour être à l'écoute de la transformation hormonale. C'est tellement comme, j'ai l'impression, micro. Puis, ouais, comme tu disais, c'est une phase aussi qui est assez, qui reste encore dans l'obscurité vu qu'on parle pas beaucoup de la ménopause, des symptômes, de tout ce que ça nous tout ce que ça nous fait vivre dans justement dans cette transition, hem, j'ai comme l'impression aussi que ça nous invite à mieux nous incarner à nouveau que ouais, en tant que femme, mais en tant que personne qui devient de plus en plus sage, plus en plus, ouais, connectée à son corps. Là, la ménopause, ça semble être une transition difficile en même temps. Bah, en fait, c'est la préménopause qui est difficile. Et une Ouais. fois que tout le cycle hormonal s'arrête complètement et qu'il y a plus du tout de menstruation, plus rien, il y a plus aussi de pics d'hormones, de fluctuations. Donc il y a c'est comme si on se réappropriait complètement toute cette énergie-là que moi j'avais même jamais réalisé à quel point j'étais tirée par mes hormones. Et d'un seul coup, c'est comme une espèce de constance, de présence. C'est vraiment, j'aime beaucoup ça, la phase qui suit la préménopause. Donc dans ce cas-là, on peut vraiment voir la préménopause comme une transition. Ça peut durer 3, 4 ans.
Et puis après, il y a effectivement comme un embodiment, comme si on rentre en présence et on devient. Je trouve que je suis plus femme maintenant, en fait, qu'avant, même s'il y a plus de rides et de Mmh. cellulite et de défauts, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la relation à la féminité, à la présence. Ouais. C'est comme si tu étais plus déposée encore à l'intérieur de toi, à Mhm, travers ce exactement. processus. Ouais. Est-ce que tu aurais des, pour les personnes qui sont en préménopause, est-ce que tu aurais des petits de la guidance pour vivre ce moment un peu mieux? Bah, comme dans toutes les transitions, d'abord, il y a de savoir que ça va passer, Mmh même mh. si c'est un petit peu long des fois. Et puis, d'accepter que, que, que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent est en train de peut-être partir. Tu sais, il y a un lâcher-prise à nouveau sur comment on était, comment les choses étaient, parce que c'est souvent ça, ah, ben, c'est plus comme c'était. Bah oui. Donc, Mmh. il y a un lâcher-prise sur comment c'était. Et puis, on peut presque voir ça comme une espèce d'aventure intérieure bizarre, la préménopause. C'est d'un coup le corps qui passe à travers tous ces trucs. Il y a quand même pas mal de choses étranges qui se passent dans le corps. Et on peut voir ça comme une aventure intérieure de ah, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que mon corps me prépare? Parce qu'il y a aussi qu'en préménopause, les hormones, ça monte, ça descend, ça change tout le temps. Donc, on ne sait pas qui on se réveille le matin. Avec qui, on se réveille nous-mêmes. Donc il y a peut-être voir ça aussi avec un côté un peu humoristique avec bon, bah, Ouais. on va voir, hein, qui suis-je aujourd'hui? Oh là là! Et qui suis-je dans les yeux des autres aussi qui voient cette nouvelle personne, de toutes les facettes qui apparaissent. Mmh. Mais c'est une leçon de surfing, en fait, je dirais. C'est vraiment comment surfer la vague qui nous amène un peu à droite, à gauche. Ah, je dors pas, je suis fatiguée, j'ai tous les symptômes qui viennent. Je vais pas les énumérer là, mais c'est vraiment ça, c'est une leçon de surfer la vague. Ouais. C'est comme de l'empathie, bienveillante avec un peu de saupoudrée d'un peu d'humour pour, passer au travers de tout ça. Ouais, l'humour, c'est vraiment important à travers quand on passe à Ouais, travers quoi que ce soit, ouais, je de pas pense se aussi. prendre trop, 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 trop au sérieux quand même. Ouais, ouais, ouais. Hem, Au début, de la table rouge, on a parlé, tu sais, du to do et du to be. Est-ce que dans ces sphères-là, vous avez peut-être, à nouveau, c'est des conseils de comment on peut faire pour être à nouveau plus dans le to be que dans le to do? C'est d'avoir des choses qui n'ont pas été nommées encore. Ce que j'ai envie de partager, en fait, ce qui vient, parce que c'est pas moi qui ai envie, mais c'est ce qui vient. C'est mon cœur qui est en train de parler. Donc, c'est juste pour donner un radar un peu de comment, à la place d'être dans le faire puis essayer de trouver une réponse, j'attends que quelque chose vienne de l'intérieur. Ça, c'est un truc dans l'être, par exemple. Euh, c'est toujours d'être à l'écoute, mais d'être à l'écoute de c'est quoi les désirs, les vrais désirs dans son cœur. Qu'est-ce qui nous habite réellement? C'est quoi, souvent même de se rallier à nos rêves d'enfants. Ça nous donne beaucoup beaucoup de guidance par rapport à où est-ce que notre être a envie d'être, dit de même. En anglais, j'appelle ça un playground, mais sur quel plateau de jeu, en fait? Quel plateau de jeu notre essence, elle a envie de s'incarner pour être dans son plein potentiel. C'est un mot qu'on entend souvent, là, mais ouais. Euh, Moi, j'aime bien la notion que tu relèves de playground, c'est de in a playground, c'est ça. Parce que souvent que la vie, it's a play. Tu sais, c'est une pièce de théâtre dans laquelle on interagit, puis c'est ça, j'aime bien faire la métaphore du in a playground pour voir où est-ce que l'extérieur comment l'extérieur veut se manifester à nous. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment, puis dans cet être-là, on voit vraiment que c'est un jeu. On voit vraiment que c'est un film. Puis c'est difficile de mettre en mots. Puis on voit,
Je vois Ramia qui sourit. On voit vraiment que c'est, quand tu dis une manifestation, en anglais, on dit as within, so without. Et je sais pas c'est quoi la traduction en français de ça, mais vraiment ce qu'on cultive à l'intérieur de nous, les dynamiques intérieures, le dialogue intérieur, la vie nous le reflète vraiment dans nos interactions, dans les situations qu'on manifeste, dans des trucs qui ont l'air très random, au hasard, mais qui en fait, si on est dans cet être-là, que tout de suite on amène un regard intérieur, où on est dans cette présence et on regarde à l'intérieur, il y a vraiment souvent un lien, une manifestation directe de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que ouais. Et je peux rentrer là, dans justement ce sujet de la création dont j'aime beaucoup, beaucoup parler en général, mais c'est de ça, d'être ancré dans cet être-là pour être cette créatrice, en fait. Où est-ce que je trouve, en tout cas personnellement dans mon expérience, je trouve beaucoup plus de souveraineté, d'autonomie, de liberté, de, de création de mon propre plateau de jeu, en fait. Beaucoup, beaucoup plus détaché des conditionnements, des structures qui nous sont présentées, bien évidemment des structures dans lesquelles on a grandi, qui sont toutes des boîtes. Puis être dans l'être nous permet de prendre un recul, puis de choisir les boîtes dans lesquelles on va jouer, mais d'un espace conscient Mmh. plutôt que d'un espace où est-ce qu'on se sent victime d'une certaine boîte qui change complètement la façon d'approcher la vie. C'est la réponse qui vient. Je sais que tu demandais des outils, mais j'avais déjà nommé des outils, c'est ça que j'essaie de voir qu'est-ce qui avait envie de sortir de différent de ce que j'avais déjà dit. OK. Merci Jeanne, c'est top. Moi, j'aime bien dans faire un parallèle aussi dans le to be avec quelque part être dans le moment présent. Il y a quand même quelque chose de très similaire là-dedans. Et je ne sais pas, pendant que tu parlais, je me rappelais d'un livre que j'avais feuilleté qui s'appelait les 100 exercices pour être présent. Et j'avais regardé 100 exercices. Et j'avais ouvert au hasard. Et le premier que j'avais lu, c'était manger de la crème glacée. Et après, plus je tournais, plus je voyais que c'était ça, aller aux toilettes, c'était des trucs du quotidien de toutes sortes. Et puis, en regardant ça, c'était vraiment, peu importe ce qu'on fait, en fait, c'est dans chaque acte d'être présent, d'être là. Donc on mange la crème glacée et on est là. Je mange ma crème glacée. On Mmh. lave la vaisselle et on lave la vaisselle. Il y a quelque chose de très simple dans le to be, en fait. Tu sais, on peut imaginer des trucs super, évolués, c'est mon âme qui descend dans mon truc. En fait, non, je balaye le plancher et je balaye le plancher. Et je suis là, balayant mon plancher. Je trouve que c'est dans les petits trucs simples. It's Mmh. in the little things. C'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on peut amener ça juste parce qu'on y pense. Ah ben, je suis là, en train Mmh. de marcher. Je suis là. Donc c'est dans la simplicité des petites choses tiens, je respire. De se rappeler à chaque moment qu'on est là, en fait. Donc c'est to be, to be. Et aussi quelque chose que j'aime bien, puis c'est ça, on rigolait de ça il y a quelques jours avec Olivia et Jen, mais c'est est-ce qu'on est capable, hein, pour moi, il y a un des secrets quand même qui est-ce qu'on est capable de rien faire? Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Est-ce qu'on est capable de ne rien faire? De ne rien faire, pas de ne rien faire physiquement, mais de ne rien faire à l'intérieur. De pas engager avec ses pensées, de pas engager avec ses peurs, de pas engager avec le mental, de pas engager avec bah, d'être complètement paresseux à l'intérieur de soi-même, de ne rien faire pour pouvoir rentrer justement dans juste être là. Mmh. En fait, c'est vraiment, ça demande un haut niveau de paresse de ne pas avoir envie d'engager parce que c'est épuisant d'engager avec le dialogue intérieur, avec la pensée, c'est beaucoup plus, relaxant de ne pas engager. Donc on Mmh. peut presque imaginer un exercice de paresse ultime ou non, moi j'engagerai pas, c'est trop fatigant
de réfléchir, de tergiverser. Non, moi, je vais juste être là. C'est vraiment la paresse ultime. Ouais, la paresse avec la bonne conscience. Yeah, ben, Ramia et Jen, je vous remercie full.